À la une ce soir. We welcome steps that would end hostilities and suffering on both sides of the blue line. Un cessez-le-feu de 10 jours convenu entre Israël et le Liban. I think we're going to have a deal. We're going to have a meeting. Lebanon will be meeting with Israel, and they're probably going to do it at the White House. Intention de vote, le Parti libéral du Québec prend les devants sur le Parti québécois. On me dit beaucoup que les gens aiment le style plus posé, peut-être plus positif. Je pense qu'on a assez de politiciens négatifs sur la planète en ce moment. Et une coalition demande l'interdiction de vendre des boissons énergisantes aux mineurs. On l'a fait avec le tabagisme aussi il y a plusieurs années. Je pense que c'est le prochain pas, la prochaine étape qui doit être entreprise. Il est 17h, voici votre nouveau info. Bonsoir tout le monde, bon jeudi. Alors certains pensaient que ça allait être impossible, même si on y voyait quand même des lumières vertes là, depuis le début de la semaine. Eh bien, un cessez-le-feu de 10 jours entre le Liban et Israël est entré en vigueur. C'est le président américain qui en a fait l'annonce aujourd'hui, mais il faut dire que ça reste quand même fragile comme la trêve entre l'Iran et les États-Unis. Mais Sabrina, l'accord inclut même le Hezbollah. Oui, qui est une organisation terroriste. Et il y a même un membre du Hezbollah qui a dit aujourd'hui, oui, nous allons respecter le cessez-le-feu, mais nous allons quand même demeurer vigilants. Et donc, ce cessez-le-feu a été annoncé aujourd'hui par le président américain Donald Trump par la voix, en fait, de son réseau social en Truth Social. Il a dit, bon, également qu'il est en train d'organiser une rencontre entre le premier ministre israélien et le président libanais. Ça devrait se faire en personne au cours des 4 à 5 jours qui s'en viennent. C'est donc Donald Trump qui les a invités du côté de Washington et il espère que la paix va être revenue, en fait, très rapidement. Le président libanais a tenu à remercier, en fait, Donald Trump pour cet accord de cessez-le-feu. Mais l'armée libanaise a tout de même demandé aux habitants de reporter leur retour dans le sud jusqu'au cessez-le-feu, donc avec Israël. Et pour ce qui est du premier ministre israélien, lui, il a dit que Israël va maintenir une zone de sécurité quand même de 10 km dans le sud du Liban. On sait c'est là que sont principalement là, les affrontements. Et bien sûr, les réactions sont nombreuses. Malheureusement, on n'entend pas le son, mais non, effectivement, oui. mais est-ce qu'on voit Donald Trump, effectivement, qui disait, je pense sincèrement qu'on va être en mesure de faire une rencontre là, entre Benjamin Netanyahou et également le président du Liban. On avait par la suite Benjamin Netanyahou qui disait aussi, ça risque d'être un moment historique de faire la paix avec le Liban. Et également, il y avait des gens du côté de Tel Aviv, donc en Israël, qui disaient, on aimerait bien avoir confiance en l'humain. On souhaite en fait faire confiance en ce cessez-le-feu et on souhaite également que les gens des deux côtés respectent ce cessez-le-feu et que ce soit vraiment un pas vers la paix entre les deux pays. Et concernant la guerre en Iran, le pays s'est engagé à ne pas se doter d'une arme nucléaire pour des dizaines d'années. Oui, en fait, l'Iran aurait accepté de céder en fait son uranium enrichi. C'est ce qu'a précisé aujourd'hui le président américain Donald Trump. C'était d'ailleurs, on le sait, en l'une des exigences des États-Unis pour trouver un accord avec l'Iran. Donald Trump a aussi dit qu'il était très confiant, encore une fois, qu'un accord survienne sous peu. Il y a même le secrétaire général de l'ONU qui a dit qu'il était très confiant aussi que les pourparlers reprennent entre les États-Unis et l'Iran pendant qu'on voit cette conférence de presse qui a eu lieu un petit peu plus tôt aujourd'hui du côté de Arlington en Virginie. Le secrétaire à la Défense des États-Unis a fait le point aussi concernant la guerre en Iran, mais aussi le blocage du détroit d'Ormuz. Il a envoyé quand même un avertissement aux Iraniens. On l'écoute. We'll start with a message to Iran's military leadership, to the KH leadership and IRGC leadership. We're watching you. Our capabilities are not the same, our military and yours. Remember, this is not a fair fight. And we know what military assets you are moving and where you are moving them to. Bon, et Marie-Christine, tu te souviens, en début de semaine, là, je te parlais que Donald Trump avait donc attaqué le pape Léon. Oui. Eh bien, il a récidivé aujourd'hui. Il a dit que le pape doit comprendre qu'il n'est pas acceptable que l'Iran obtienne l'arme nucléaire. Alors, même s'il est critiqué de toutes parts, parce que lui critique le pape Léon, eh bien, il continue encore aujourd'hui, après ses nombreuses photos, notamment avec Jésus-Christ aussi. Merci, Sabrina. Merci. On revient chez nous maintenant. Les élus de la CAQ se sont montrés unis hier soir lors de la première réunion du caucus avec la première ministre Christine Fréchette. Pendant ce temps-là, il y a le Parti québécois et le Parti conservateur du Québec qui redoublent d'efforts pour aller chercher les partisans de Bernard Drinville qui sont mécontents. Jean-François, le chef conservateur, affirme même avoir déjà recruté d'anciens organisateurs de la CAQ.
des organisateurs, mais il n'a pas encore parlé à des élus de la CAQ. Ça, il l'a précisé ce matin. Il a ici mentionné que il y avait 200 militants de plus qui s'étaient joints au Parti conservateur avec sa promotion qu'il avait fait hier sur les réseaux sociaux, Coupe ta CAQ, donc un 2 pour 1. Ça a quand même séduit des militants. Maintenant, bon, il veut évidemment aller chercher les gens qui sont un peu plus conservateurs, qui étaient dans l'équipe de Bernard Drinville, les partisans également surtout. Il croit de plus en plus là, que Christine Fréchette et la CAQ qu'elle va diriger ressemblent beaucoup au Parti libéral de Charles Milliard. C'est une opinion également que partage Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, qui, lui, ce matin, dans une lettre publiée dans Le Devoir, a cité l'ancien premier ministre Honoré Mercier. Ça remonte à loin, à la fin des années 1800. Il a dit « Cessons nos luttes fratricides, unissons-nous ». Selon lui, il faut s'unir, même si on est contre un référendum. Il veut attirer les gens pour protéger le français, notamment, et les valeurs québécoises. Autant le discours qui a été prononcé dimanche soir lorsqu'elle a été élue que le discours qu'on a entendu à son assermentation hier, Charles Milliard aurait pu, mot à mot, répéter exactement la même chose. Et moi, quand j'ai écouté les deux discours, je me demandais comment ils vont faire pour se différencier en élection. Si on est d'accord sur des objectifs, on peut s'unir et élargir les rangs en disant, bien, on va au moins s'entendre sur le fond des choses, sur l'essentiel. Puis ensuite, bien, comme vous le voyez, la politique évolue à chaque 3 mois. Les moyens, puis les dates, puis les mécanismes, ça me semble pas l'essentiel. C'est le chef libéral Charles Milliard qui se dit maintenant ouvert à conserver la clause dérogatoire pour la loi sur la protection du français. Oui, Charles Milliard, qui, dans un sondage Palace, d'ailleurs, est en première place, un sondage qui a été dévoilé hier en fin de journée, mais il devra quand même convaincre des francophones s'il veut être en mesure de former un gouvernement, et c'est peut-être une de ses solutions, la loi 96 sur la protection du français. Il dit qu'il veut changer quelques éléments, notamment les problèmes liés aux entreprises, mais pour ce qui est de la protection du français, la clause dérogatoire, ça, il pourrait la garder. Le Parti libéral du Québec, dans son histoire, a déjà utilisé la clause dérogatoire. Là. Donc, on n'est pas en défaveur de ça. Je pense que c'est un rapport de force intéressant que le gouvernement fédéral. Moi, je pense que c'est un outil qui est important. Je trouve qu'il a été utilisé trop souvent de façon préemptive. Mais la protection de la langue française au Québec, c'est primordial au Parti libéral du Québec. Puis c'est primordial pour tous les Québécois, incluant beaucoup de communautés culturelles, malgré ce que les adversaires disent. Donc, je serais en faveur de la conserver si je peux faire les changements que je veux. Et par ailleurs, le Parti libéral a fait une bonne prise. En fait, la docteure Cécile Tremblay, qu'on a beaucoup vue pendant la pandémie, va se présenter dans Sainte-Rose pour le PLQ. Merci beaucoup, Jean-François. Sur la scène judiciaire, maintenant, il y a du nouveau dans l'affaire du jeune Mohamed Yanis Segouani, ce jeune de 14 ans qui a été abattu en septembre 2024. Ça se déroulait tout près du repère du club école des Hells en Beauce. On apprend aujourd'hui que 2 hommes ont été arrêtés par la Sûreté du Québec en lien avec cette affaire-là. On fait le point avec notre collaborateur aux affaires criminelles, Yannick Dion. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Yannick, tu connais bien le milieu du crime organisé. Bien sûr, d'abord, une victime de 14 ans, ça frappe l'imaginaire. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Ben, écoutez, oui, c'est inquiétant. Par contre, on voit que les policiers sont très actifs. On a vu le beau coup de filet que la Sûreté du Québec a fait dans ce dossier-là aujourd'hui. On a vu dans les dernières semaines également le SPVM, entre autres avec le projet Aurora, qui a fait plusieurs arrestations pour arrêter justement des commanditaires qui se cachent derrière les réseaux sociaux ou les applications cryptées pour donner des contrats pour commettre des crimes, des contrats que ces jeunes-là prennent malheureusement. Beaucoup de recrutement, donc, chez les jeunes. Yannick, il y a quand même un des suspects arrêtés qui fait face à des accusations de décharge d'armes à feu et d'incendie criminel. On parle d'une affaire de meurtre, mais il n'y a pas encore d'accusation d'homicide, là. Ben, écoutez, plusieurs hypothèses. Est-ce qu'on peut penser que ces gens-là, les 2 personnes qui ont été arrêtées, sont vraiment impliqués dans le meurtre? Est-ce que c'est plutôt le camp rival qui est impliqué dans ça? Il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être émises à cet effet-là. Évidemment, aujourd'hui, les policiers n'ont pas déposé d'accusation à ce sujet-là. C'est parce que sûrement que l'enquête se poursuit à ce niveau-là. Parce que c'est pas parce que des accusations sont déposées maintenant que ça peut pas changer ou que d'autres ne peuvent pas s'additionner sur celles déjà déposées. Mais l'enquête a débuté en 2024. Qu'est-ce qui peut expliquer quand même un si long délai entre le crime et les arrestations?
Écoutez, souvent, là, dans ce type d'enquête-là, la preuve se retrouve dans des appareils électroniques, dans des cellulaires. Donc, il faut d'abord saisir ces appareils-là, il faut extraire les données, il faut être capable d'analyser la preuve. Donc, évidemment, il y a des délais associés à tout ça. Puis c'est ce qui fait que souvent, on doit attendre. On comprend que c'est frustrant des fois, mais il faut quand même que les policiers aillent chercher une preuve solide, une preuve hors de tout doute pour accuser des gens, procéder à des arrestations, puis il faut faire les choses dans le bon ordre. Oui, puis il y a beaucoup d'éléments dans tout ça. On parle de violence armée quand même parce que il y a des armes qui ont été saisies, mais en arrière de tout ça, en filigrane, il y a la guerre des stupéfiants, là. Oui, on sait que tous ces événements-là étaient reliés notamment à la guerre qui opposait les BFM, les Blood Family Mafia de Dave Turmel avec les Hells Angels. Donc, il y a eu beaucoup d'événements reliés à tout ça. L'événement de Frampton en faisait partie, malheureusement. Yannick Dion, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Toujours sur la scène judiciaire, on vous en parlait hier de cette femme tuée dans un appartement de l'arrondissement Ville-Marie. Son conjoint fait maintenant face à une accusation d'homicide involontaire. Il s'agit du 9e féminicide cette année. On analyse le tout avec Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marie-Christine. L'homme de 27 ans qui est accusé d'homicide involontaire. Mais selon ce qu'on sait, la femme a reçu une balle. Ça veut dire que les policiers, pour l'instant, n'ont pas été en mesure de démontrer qu'il y avait une préméditation? Non, bien, l'enquête débute. Alors, oui, ils savent que ça a causé sa mort, mais il faut avoir plusieurs éléments pour déterminer quel genre de crime on va finalement déposer. Ça peut aller jusqu'au meurtre prémédité, mais il faut qu'il y ait des pièces, un propos délibéré, des textos, n'importe quoi, mais aussi, ils feront l'enquête autour des gens de sa famille et de son milieu. Parce que, comme je le disais avec Yannick, c'est pas parce qu'en ce moment, il y a une accusation d'homicide involontaire que le chef d'accusation ne peut pas évoluer, là. Ah, il peut absolument évoluer, il peut changer à chaque fois qu'ils vont trouver des éléments. Il ne changera pas à chaque fois, mais à chaque fois qu'ils vont ajouter un élément dans l'enquête qui va faire en sorte qu'ils sont capables de vraiment cadrer et vraiment bien encadrer le crime comme tel. Là, on va pouvoir en avoir plus. On va suivre bien sûr les procédures dans ce dossier-là, mais je veux te parler également d'un autre dossier, le meurtrier de Myriam Boundaoui. Oui. On se rappellera de cette adolescente qui avait 15 ans seulement, tuée par erreur. C'était en février 2021. Il vient d'écoper d'une sentence de prison à vie pour son meurtre, mais également pour 4 autres tentatives de meurtre. Le juge n'a eu aucune pitié pour le meurtrier, là. Non, puis j'ai lu les propos, puis c'était ce qu'il fallait qu'il dise, effectivement. C'est hallucinant de penser qu'un enfant de 15 ans, enfin une jeune fille, là, a perdu la vie dans ce genre de circonstances. Et quand on pense que c'est... On est inquiet du crime organisé, des gangs de rue, des ci, des ça, mais là, apparemment, c'est une chicane de famille pour un stationnement dans des commerces. Mais ce qui est c'est vraiment particulier. Ce qui est particulier aussi, c'est que le juge a mis en lien l'accusation de meurtre sur la jeune fille, mais également 4 autres tentatives de meurtre. Oui, parce que ça tirait, là. Alors, c'est sûr qu'avec ce genre de façon d'agir, il a mis la vie en danger de plein de monde. On a tué quelqu'un pour quelque chose de... On ne tue jamais pour une raison intelligente, mais là, c'est pire que pire, là, dans des circonstances comme ça. Et évidemment, il y a eu une sentence à vie. On le sait, meurtre prémédité, c'est sentence à vie. Avec une possibilité de demande de libération conditionnelle en 25 ans. Mais là, il en a ajouté 4. Alors, tu sais, que les gens ne pensent pas qu'on a 4 vies de plus. Là. Ça n'existe pas, sauf que ça va avoir un impact probablement sur sa demande d'éventuellement libération conditionnelle. Éventuellement, ça va avoir certainement un impact sur sa demande de libération conditionnelle. Nicole, merci. Toujours un plaisir. Grand plaisir. Merci. Maintenant, Montréal passe en mode de mobilisation maximale en raison de risques d'inondation. Prévision météo des prochains jours annonce une hausse rapide des niveaux d'eau. La Ville déploie donc ses ressources sur le terrain par mesure préventive. Les arrondissements situés le long de la rivière des Prairies sont particulièrement à risque. C'est pourquoi ils vont faire l'objet d'une surveillance supplémentaire. Et même s'il y a pas mal de pluie ces jours-ci, on pourra bientôt profiter des terrasses. Et la mairesse de Montréal promet des changements cette année. Il y a 2 ans, la terrasse du restaurant Ferreira au centre-ville, rappelez-vous, avait été contrainte de fermer en plein week-end du Grand Prix. Et les critiques avaient été nombreuses contre l'administration Plante pendant ce qu'on avait appelé le Terrace Gate. Étienne Fortin-Gauthier.
La saison des terrasses, le bonheur, on s'amuse, le soleil. Et Montréal, c'est le paradis des terrasses. Mais pas cette semaine. C'est déprimant, il fait pas beau, c'est grisounet. Mais prêt, pas prêt, la mairesse de Montréal veut mettre derrière elle tous ces scandales de terrasses. Qu'on puisse donner des mesures qui offrent une stabilité, de la prévisibilité, mais qui donnent le goût aux restaurateurs de vraiment s'installer puis installer des terrasses. On va rendre aussi tout le processus beaucoup plus simple. Dans l'arrondissement Ville-Marie, le cœur touristique de Montréal, on réduit le coût des permis au prix coûtant jusqu'en 2030. Pour vous donner un exemple, un restaurateur qui aurait une terrasse sur la rue Sainte-Catherine-Ouest, par saison, ça lui coûtait 11 000 $. Avec la nouvelle mesure, cette terrasse va coûter 1 400 $. Il y a 2 ans à Montréal, le Terrace Gate. C'est un peu ce qui a motivé l'annonce d'aujourd'hui. Donc, on est vendredi soir du Grand Prix, il est 9 h. Puis, les pompiers décident de venir au Ferreira pour nous dire que notre terrasse n'est pas conforme. Le fameux Terrace Gate, hein? Ça partait avec vous, en quelque sorte. Avec plusieurs commerçants, mais oui, avec mon cri du cœur sur les réseaux sociaux qui a été viral. C'était pas voulu. J'aurais voulu avoir ce moment de viralité. J'aurais voulu planifier, j'aurais pas été capable. Mais je suis contente de voir que ça leur a servi à quelque chose afin d'ouvrir les canaux de communication avec l'arrondissement, avec la Ville de Montréal, avec le service des incendies aussi. Et vous l'ouvrez quand, votre fameuse terrasse? On fait notre installation lundi. Voyons voir, c'est plusieurs jours d'installation. C'est quand même laborieux à faire et en espérant que le beau temps se pointe rapidement parce qu'on l'attend impatiemment. Mais changement ou pas, les pompiers disent qu'il n'y aura pas de sacrifice sur la sécurité des citoyens. On diminue jamais notre acceptabilité des risques. On veut jamais vivre quelque chose comme les gens ont vécu en Suisse récemment. On veut fêter, mais on veut fêter en sécurité. Pour moi, aujourd'hui, ça peut sembler une annonce anodine, mais ça ne l'est pas. C'est de dire aux restaurateurs, vous faites partie de la solution de la relance du centre-ville. Et c'est ça le message. Et d'être capable de s'associer au milieu des commerçants, au milieu privé, ils font partie de la solution de Montréal et je pense que c'est la grande différence entre notre administration et l'administration précédente. Bon, on est rentré un peu parce que visiblement, c'est pas encore la saison des terrasses, mais ça va venir très vite. Puis à partir de cette semaine, elles peuvent être installées un peu partout à Montréal. Donc, vous allez en voir de plus en plus. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info. Les inquiétudes sont vives pour des centaines de citoyens de Shawinigan en raison de risques de glissement de terrain. Tous les détails au retour. Étienne qui nous parle depuis le Saguenay-Lac-Saint-Jean ce soir. Marc-Antoine est en Estrie, mais je commence avec toi, Frédéric Amorici, des citoyens de Shawinigan qui sont inquiets là, en raison des risques de glissement de terrain. Et il y a une centaine d'entre eux qui se sont présentés à une rencontre de la Ville hier soir. En février dernier, plus de 3500 citoyens de Shawinigan ont reçu une lettre dans laquelle ils apprenaient que leur propriété se trouvait maintenant dans une zone potentiellement à risque de glissement de terrain. Et vous vous en doutez, ça crée beaucoup de craintes. Et c'est pour ça que la Ville de Shawinigan a organisé hier soir une rencontre d'information avec des experts et des employés de la Ville pour répondre aux questions. La salle était pleine à craquer. Et nombreux sont ceux qui se demandaient si la valeur de leur propriété va être affectée par ce nouveau classement. Et pour l'instant, la Ville ne peut faire aucune promesse. Avec Gatineau, Shawinigan est la deuxième ville au Québec la plus exposée au risque de glissement de terrain. La municipalité justifie cette situation par la particularité de son relief. Elle a fait de la prévention hier auprès des citoyens. C'est les mauvaises pratiques, donc de mettre des surcharges en sommet de talus, de diriger des rejets d'eau comme un rejet de piscine ou de gouttière vers le sommet de talus. Donc ça, c'est des comportements qui sont à proscrire. On les a bien expliqués aux citoyens ce soir. Ta propriété, souvent, c'est tu as travaillé toute ta vie pour la payer. C'est quasiment... Puis après ça, c'est ton fonds de pension, tu veux la vendre pour après ça prendre un appartement, faire de la transition. Alors c'est sûr que c'est inquiétant, là, c'est normal.
Déjà, certains citoyens disent avoir de la difficulté là, à vendre leur propriété. Oui, merci beaucoup, Frédéric. Maintenant, Marc-Antoine, les acheteurs d'une première habitation neuve peuvent obtenir un remboursement de la TPS, mais c'est un programme qui est encore méconnu, là. Oui, c'est encore très peu connu et c'est une mesure fédérale finalement qui vise essentiellement à faciliter l'accès à la première propriété. Mais il y a très peu de publicité pour le moment, très peu de publications par rapport à ce remboursement de TPS. Et selon les courtiers immobiliers, bien, sur le terrain, ça se ressent. Et non seulement les acheteurs, mais également certains représentants hypothécaires. Certains ne savent pas comment encore bien l'appliquer. C'est depuis le 17 mars que l'Agence de revenus du Canada effectue des remboursements donc de la TPS pour les premiers acheteurs d'une maison neuve. C'est rétroactif au 19 mars 2025. Et dépendant là, de la valeur de la maison, ça représente entre 15 000 et 30 000 $, Marie-Christine, d'économie. Mais est-ce que ça a un réel impact pour les nouveaux acheteurs? C'est ce qu'on a demandé à une courtière immobilière et à un professeur à l'Université de Sherbrooke. Je pense que la personne qui voulait acheter du neuf, bien, c'est juste un bonus. Mais ceux qui hésitaient entre les deux, c'est pas ça qui va les convaincre d'acheter du neuf. C'est vraiment pas une des mesures pour aider les gens à faible revenu ou des locataires. Ça va favoriser davantage la classe moyenne élevée, je dirais, et plus élevée aussi. Il y a aussi des remboursements de TPS possibles pour les nouveaux acheteurs qui désirent faire des rénovations, par exemple. Merci, Marc-Antoine. Maintenant, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Étienne, il y a 4 jeunes du Centre jeunesse qui vont participer à une expédition au Pérou. Oui, cet été, ils vont partir en expédition au Machu Picchu, en fait, pour se ressourcer, en fait, avec l'essentiel, loin de tout. Je vous laisse entendre, en fait, des jeunes là, du Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui veulent nous partager un peu leur expérience, mais en fait, le sentiment qu'ils ont par rapport à l'expérience. Je veux sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un que juste à faire des activités, puis juste sortir de chez nous, comme justement venir ici, c'est un gros défi aussi. J'ai eu beaucoup d'enjeux aussi au niveau de l'estime de soi. La confiance en moi, j'ai eu beaucoup de pertes de confiance en moi. Puis pour moi, cette montagne-là à monter, le Machu Picchu, pour moi, je pense que ça va me prouver à moi-même que je suis capable, puis je dois avoir la confiance en moi. Si on va, en fait, j'ai bien hâte de me voir au sommet, puis d'avoir la fierté de l'avoir fait aussi. C'est comme pour conclure la montagne que j'ai montée dans ma tête, la mettre au concret. La Fondation pour l'enfance et la jeunesse qui est présentement en campagne de financement pour l'événement. Pour tous les détails, en fait, c'est sur la page Facebook La jeunesse au sommet Pérou 2026. Il faut le mentionner aussi que c'est la première fois là, que le Centre jeunesse de la région prend ce genre d'initiative. Je le rappelle, là, une expédition au Machu Picchu pour ces jeunes qui ont vécu des jeunesses un peu avec des traumas, qui veulent combattre un peu leur passé. Merci. Voici ce qui vous attend au cours de la prochaine demi-heure. Départ forcé dans les écoles en raison de la loi sur la laïcité. Les services aux élèves seront affectés. Décès de Zachary Miron, une vaste coalition demande d'interdire la vente de boissons énergisantes aux mineurs. Et on revient avec Yves Boisvert, bien sûr, en analyse sur le cessez-le-feu de 10 jours entre Israël et le Liban. Mais d'abord, après avoir été dans le rétroviseur du Parti québécois, voilà que les libéraux de Charles Milliard sont en avance, légère avance. C'est ce que révèle un nouveau sondage Palace Data Québec 125, l'actualité. Et pour en discuter, notre expert en sondage, Philippe Giffournier. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, Marie-Christine. D'abord, première question, et c'est important de le savoir pour bien comprendre les chiffres. À quel moment le sondage a été réalisé? Donc, très important de noter, le sondage était le premier à utiliser le nom de Mme Fréchette comme chef de la CAQ. Le sondage a été mené lundi et mardi, donc avant la sermentation, mais après sa victoire à la chefferie dimanche. OK, donc on ne peut pas encore parler vraiment d'effet Fréchette. C'est intéressant, c'est que je voulais tracer une ligne dans le sable justement pour indiquer, voici les chiffres qu'on utilise comme point de référence au cours des prochains mois. Donc, et on peut les voir à l'écran. Intention de vote, en ce moment, on voit que le Parti libéral, 32 % Parti québécois, sous les 30, bien sûr. Exactement, sous les 30. Et regardez la CAQ à 14 %. C'est exactement le même résultat lors du précédent sondage Palace qui a été sondé en février avec M. Legault. Alors, est-ce qu'il y a un effet Fréchette? C'est trop tôt pour le dire, mais il n'y a pas d'effet instantané pour Mme Fréchette, ça c'est certain. Comment tu expliques, Philippe, cette baisse quand même du Parti québécois et
l'augmentation du Parti libéral? Bien, l'augmentation du Parti libéral, je crois qu'elle était un peu prévisible. Le Parti libéral était très bas depuis longtemps, un nouveau chef, une nouvelle figure. Mais pour le Parti québécois, ce qu'on remarque, c'est que les chiffres qui baissent pour le parti, à la fois chez les francophones et au national, sont colérés avec une baisse de popularité du chef. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, on a fait tester dans ce même sondage, et ça, c'est des nouveaux chiffres qui viennent tout juste d'être publiés. On va les regarder, ces nouveaux chiffres. C'est, dans le fond, sur la cote de popularité des chefs. Alors, on voit donc Paul Saint-Pierre Plamondon, quand même 47 défavorables. 47 défavorables, c'est le plus élevé depuis qu'on fait ce suivi avec Palace. Donc, ça fait 2 ans, on utilise la même méthodologie, le même questionnaire pour tester la popularité des chefs. Regardez, 33 d'impressions favorables pour Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est la cote la plus basse depuis qu'on a commencé. Ah oui. Et donc, on fait une petite différence ici entre le favorable et défavorable, et on voit moins 14 pour Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est pas du tout une bonne nouvelle pour le chef du PQ. Et comment tu expliques ça? Bien, les derniers mois ont été difficiles pour le Parti québécois. Les projecteurs sont sur eux. Et à l'automne, on pensait que c'était le gouvernement en attente. Et évidemment, la pression augmente. C'est tout à fait normal qu'il y ait un certain ressac. Maintenant, c'est comment est-ce que le PQ va réagir au cours des prochains mois. Ils sont encore en avance chez les francophones. Ils seraient projetés peut-être pour une forte minorité avec ces chiffres-là. Et ils doivent faire attention. Comme tu l'as mentionné, Charles Milliard n'est pas dans le rétroviseur, mais bien juste à côté. Donc, pas de panique, mais un drapeau orange, disons. Oui, je dirais ça. Merci, Philippe. Merci, un plaisir. Il y a près de 150 personnes qui ont été renvoyées par le Centre de services scolaires de Montréal puisqu'elles refusaient de se conformer à la nouvelle loi sur la laïcité. On en discute tout de suite avec la présidente de l'Association montréalaise des directions d'établissements scolaires, Kathleen Legault. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces employés qui ont été congédiés, donc, travaillaient directement avec les élèves? Bien, sans doute parce que c'est du personnel de soutien. Donc, du personnel de soutien, ça peut être des éducatrices de services de garde, ça peut être des éducatrices spécialisées, ça peut même être du soutien administratif comme des secrétaires d'école, par exemple. À quel point ces départs-là vont justement affecter les élèves puis affecter le roulement? Puis est-ce que vous avez du personnel suffisamment pour remplacer ces gens-là qui ont été congédiés? Bien, vous le savez, hein, on est en pénurie de personnel. Donc, déjà, chaque personne qui part, peu importe la raison, il y a toujours un défi de la remplacer. Et là, bien, il y a une loi qui a été adoptée et nous, bien, on doit l'appliquer. Ça, c'est clair, on n'a pas le choix. Sauf que en plein milieu d'une année scolaire, bien, c'est quand même excessivement dérangeant de perdre du personnel qui intervient déjà avec nos jeunes. Là, on parlait de personnel de soutien, mais des fois, c'est du personnel professionnel, comme des orthophonistes. On sait qu'on n'arrivera pas à les remplacer. Donc, c'est bien inquiétant pour nos élèves qui perdent, dans certains cas, des adultes signifiants qui font la différence. Et ils sont congédiés, donc, non pas pour leurs compétences, mais en raison des signes religieux. Mais ce serait quoi, selon vous, la solution pour avoir des écoles laïques sans perdre, justement, du personnel? Bien, il y a une loi qui a été adoptée, mais on aurait pu favoriser une transition, je dirais, plus douce. Par exemple, de ne pas congédier des gens qui sont en présence élève en plein milieu d'une année scolaire, ça aurait déjà été un élément facilitant. Puis, on n'a pas prévu de formation spécifique pour remplacer le personnel qui doit partir. Donc, qu'il y ait des changements, c'est une chose. Qu'on les prépare mieux puis qu'on vise à ce qu'il y ait le moins d'impact possible sur les élèves, mais évidemment, ce serait beaucoup mieux. Oui, puis ça ne doit pas être évident non plus d'annoncer à ces personnes-là qu'elles sont congédiées en raison de leur pratique religieuse, finalement, là. Bien, dans certaines écoles, ça bouleverse les équipes, c'est inégal. Parfois, ça bouleverse les élèves. Il y en a des élèves qui sont plus vulnérables, plus fragiles, qui s'adaptent moins bien au changement. Les parents nous appellent, ils ne comprennent pas tout à fait ce qui se passe, ils ont des questions. Mais nous, vous savez, on est dans l'école, on est là pour les élèves, les équipes, bien, ils vont s'unir, les gens vont en faire un peu plus pour minimiser l'impact sur les jeunes. On n'a pas le choix, là, on doit être là pour les élèves. Oui. Donc, en terminant, est-ce que vous allez faire des représentations auprès du gouvernement pour tenter de trouver des solutions, justement? Bien, on en avait fait des représentations, entre autres auprès de la ministre Lebel. On lui avait soumis des scénarios qui faisaient qu'on n'avait pas envoyé des gens là, qui étaient déjà dans nos écoles et qui travaillaient déjà avec nos élèves.
Évidemment, parce que nous, on les connaît, on connaît les conséquences. Nous sommes dans les établissements. Oui. Mais bon, ça n'a pas semblé prioritaire. Peut-être que pour la ministre, c'était peut-être beaucoup moins clair que dans tous ces changements-là, c'est toujours nos élèves les plus fragiles qui sont déstabilisés. Ils sont touchés, bien malheureux de ça. Merci beaucoup, Mme Legault, d'avoir été avec nous. Merci. Il y a 2 ans, Zachary Miron, 15 ans, est décédé après avoir bu une boisson énergisante alors qu'il était sous médication contre le TDAH. La famille de l'adolescent s'est alors lancée dans un combat pour interdire ces breuvages aux moins de 16 ans et une vague de mobilisation du secteur scolaire s'organise. Reportage Lily Mercure. Ce que j'ai eu comme écho le plus souvent du monde, des parents qui ont des enfants médicamentés, c'est qu'eux non plus n'ont pas eu l'information. La dangerosité du mélange des boissons énergisantes avec les médicaments pour le TDAH aurait dû être une information publique, selon le père de Zachary Miron, qui est décédé tragiquement en janvier 2024 après avoir bu une Red Bull. Les parents de l'adolescent de 15 ans ont lancé une pétition pour réclamer l'interdiction de la vente des boissons énergisantes aux mineurs. La pétition parrainée par le député solidaire Guillaume Clich-Rivard avait récolté près de 21 000 signatures jeudi après-midi. On essaie de mobiliser le plus de monde à notre cause, puis ils s'embarquent parce que le monde voit l'intérêt et voit l'importance de notre cause. Maintenant, plus de 21 organisations scolaires, tant du milieu public que privé, s'unissent au combat des parents de Zachary. On remarque qu'il y avait un rapport qui avait été commandé par le ministre Dubé, ministre de la Santé à l'époque, en 2023. Et un rapport qui, lorsqu'on l'a publié, prônait l'interdiction de la vente et de la distribution de boissons énergisantes, caféinées, chez les mineurs. C'est resté lettre morte. Là, il y a eu un décès. Je pense qu'il faut bouger, là. Là, c'est temps qu'on bouge, là. L'externat Sacré-Cœur à Rosemère fait partie des établissements privés qui ont lancé un appel à l'action. C'est aussi l'école que fréquentait Zachary. Et on sait l'adolescent est décédé lors d'un voyage de ski avec son école. Ce que je peux vous dire, c'est que de perdre un élève en cours d'année... C'est un cauchemar, c'est le pire scénario. C'est aussi pour ça qu'on prend la parole maintenant, parce qu'on veut que ce message-là se propage. À titre d'exemple, j'ai des élèves qui retournent dans des sorties de ski, puis ils nous en parlent, qui trouvent ça aberrant que ce soit en vente libre à côté de la caisse enregistreuse, par exemple. Est-ce que vous avez reçu de l'information à l'école comme quoi c'était pas bon? C'était pour notre examen de mi-année. Moi, je bois moitié par semaine parce que moi, je travaille en déménagement, c'est forçant. Je prends des pilules de TDAH. Moi, je sais c'est quoi les conséquences de boire trop de boissons énergétiques. J'ai déjà eu des complications dans le passé avec ça. Les boissons énergisantes, comme pharmacien, ça fait des années que ça m'inquiète. Prendre trop de boissons énergisantes avec des médicaments contre le trouble de déficit de l'attention et de l'hyperactivité, c'est hyper dangereux. Et le caucus sait très bien que moi, je serais favorable à ce qu'il y ait une restriction sur la vente de ces produits-là aux moins de 16 ans. On ne devrait pas attendre des décès pour se demander si un produit a été évalué ou pas. Les parents de Zachary ont rencontré la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, il y a 2 semaines. Mais ça prend des actions rapides puisque le temps du mois de juin arrive, la fin de l'Assemblée va se faire pour les vacances d'été. La pétition est en ligne sur le site web de l'Assemblée nationale jusqu'au 25 mai prochain. À Rosemère, Lily Mercure, pour Nouveau Info. Salut Yves. Salut Marie-Christine. Donc, un cessez-le-feu entre Israël et le Liban, mais annoncé par le président des États-Unis. Oui, il faut comprendre que cette guerre, d'abord, la relation entre Israël et les États-Unis est au cœur de ce conflit-là. C'est Netanyahou qui a convaincu Donald Trump d'attaquer l'Iran et qui lui a fourni des justifications. Mais Donald Trump est empêtré dans cette guerre-là. Il veut en sortir. Au début, il a dit que c'était une excursion, que ça durerait quelques jours. Il n'arrête pas de dire que c'est fini à toutes fins utiles. Mais ça continue. Et une des raisons qui empêche un règlement, c'est que la guerre s'est étendue du côté du Liban. Pourquoi? Parce qu'il y a le Hezbollah, qui est une sorte d'État dans l'État.
faut comprendre que c'est pas le Liban que Israël, bien évidemment, ils attaquent le pays, il y a eu plus de 2000 victimes des attaques israéliennes au Liban, mais c'est pas le gouvernement libanais qui est en guerre, c'est le Hezbollah. Et le Hezbollah, il est financé par l'Iran, il reconnaît pas l'État d'Israël et il attaque Israël depuis longtemps. Donc, après le 7 octobre, il faut toujours en revenir là, les attentats terroristes du 7 octobre 2023, Israël a juré d'écraser tous ses ennemis, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Ouais. Et je peux même te dire que quand on regarde les réactions en Israël, il y en a plusieurs, disons, à droite, qui sont pas contents parce qu'ils voulaient que Netanyahou finisse le travail et écrase complètement le Hezbollah au Liban. Oui, continue ce travail-là. Donc, Yves, il faut quand même souligner que c'est la première fois en 43 ans qu'Israël et le Liban se parlent par voie diplomatique. Oui. Et c'est compliqué, le Liban, là, je ne prétends pas expliquer ça en 3 minutes, ni même le comprendre, mais il faut comprendre que le Hezbollah a une branche politique qui est au Parlement. Le Hezbollah a déjà été au gouvernement du Liban. C'est un gouvernement qui a été de coalition souvent. Alors, oui, c'est significatif. Ce qui est positif, on va dire, c'est que l'Iran a réagi favorablement, a dit que ça allait aider les négociations, a remercié le Pakistan, qui fait un peu le médiateur entre l'Iran et les États-Unis. Mais en arrière de tout ça, il faut revenir à Donald Trump. Cette guerre, il veut en finir. Il veut que ça arrête, que ça revienne, disons, un peu à une situation un peu plus stable dans la région. Et c'est lui qui fait pression en ce moment. Il veut s'en sortir, mais c'est pas si simple que ça parce qu'il a attaqué l'Iran de façon majeure. C'est un cessez-le-feu temporaire, mais ça ne veut pas dire que la guerre est finie, là. Non. Et il y a des problèmes aux États-Unis, Donald Trump, avec ça. Cette guerre, elle est impopulaire. Elle est impopulaire même parmi sa base. Et je dirais même presque en premier dans sa base. Alors là, c'est lui qui l'a commencé avec enthousiasme. Il l'a déclaré presque fini. Mais là, maintenant, il essaie d'en sortir. C'est pas tout à fait réglé. C'est même loin d'être réglé. Merci beaucoup, Yves. Merci. La fièvre des séries commence à s'installer dans la métropole. On en parle avec Alex Perron et les gars du 5 à 7. Chronique culturelle, sportive. Oui, Alex, faut que tu m'expliques qu'est-ce que j'entends là. Alors, c'est la fièvre des séries pour tous. Et naturellement, ça prend une chanson d'occasion. Et cette année, Rick Duff, chanteur country, en pleine ascension quand même, qu'on a pu entendre à la voix aussi à Quel talent sur nos ondes, a décidé de pondre cette chanson Killer Instinct, donc l'instinct du tueur pour souligner les séries. Rien de moins. Et on le voit dans le clip et c'est aussi aidé à une collaboration avec Diane Bibeau, l'organiste officiel exactement du Canadien de Montréal. Ça a été tourné au Centre Bell, ce clip-là, avec bien sûr l'équipe des Canadiens. Et il y a aussi de son côté Jérôme Charlebois, fils de Robert Charlebois, qui a repris « Je reviendrai à Montréal » pour souligner les 50 ans de la chanson de son père, mais aussi pour faire un clin d'œil de son côté au CH. Fait que là, il va y avoir un combat de tunes en plus des séries éliminatoires. Ça promet, ça va brasser. On va en entendre parler. Tant mieux, on aime ça. À Pas pour rien, ce soir, on pop à quoi? Alors, ce soir, il y a notre collaboratrice Marika Simard qui s'est rendue à Nashville pour aller rejoindre Matt Lang, qui est là-bas pour compléter son album qui va sortir en octobre. Elle a jasé avec lui et il avait ceci à nous dire à propos de cet album. Tu sais, je pense que c'était justement le projet qu'on est en train de faire. C'est le plus complexe, c'est le plus risqué, mais ça va être le meilleur. C'est une histoire au complet, ça suit. Vu que c'est un concept, on peut pas dire on va recevoir une toune puis on va faire ça. Là, on les a pas mal tout écrits, puis il faut que ça soit écrit en conséquence de la prochaine scène.
Le reportage complet ce soir et notre invitée de la semaine, on la voit, c'est notre Fanny d'Antigagne, Léane Labrèche d'Or, qui sera là. Alors, c'est déjà sur Crave et sinon, 19h30, tout de suite après Survivor Québec. Et vous ne voulez pas manquer le look de l'animatrice ce soir. Vous avez ça vous rappelle certainement quelque chose dans Gilles de Poitrine. Céline qui va nous donner le goût d'aller au musée le mois prochain. Exactement, parlant de vêtements. Alors, le 14 mai prochain, au musée McCord, on va exposer cette fameuse robe qu'elle a portée, création exclusive pour elle, exactement, de Dior, qu'elle a portée, bien sûr, lorsqu'elle a interprété la chanson d'ouverture des Jeux olympiques de Paris sur la Tour Eiffel. Ça vaut combien, on le sait-tu? Ça vaut cher. Oui, oui, je pense que... Tu pourras pas y toucher, Steve, c'est ça que je veux te dire. Merci, je voulais faire une offre, malheureusement. Bon, tant pis. Merci, Alex. Yannick Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Alors, les joueurs du Canadien qui étaient de retour à l'entraînement en vue de leur série face au Lightning. Oui, et cette série va commencer à Tampa Bay dimanche. On ne sait pas encore si c'est en après-midi ou en soirée. La Ligue nationale qui devrait donner l'horaire des 8 séries du premier tour éliminatoire après les derniers matchs de la saison 2025-2026 ce soir. Martin Saint-Louis a rencontré les médias aujourd'hui. Il s'attend à ce que son équipe joue son meilleur hockey lors de cette première ronde face au Lightning. Le Lightning qui est une équipe plus expérimentée, mais Martin Saint-Louis ne s'en fait pas outre mesure. On va l'écouter. On s'en fait pas avec l'expérience. On respecte ça. C'est sûr qu'il y en a. C'est des faits, ça. C'est les faits, c'est une équipe vétérante qui ont beaucoup d'expérience. On va aller jouer au hockey. Bon. Les joueurs au hockey, on aime ça, Marie-Christine. Et regarde, le Centre Bell est en train de se draper de ses plus beaux atours parce qu'on se prépare évidemment pour les séries éliminatoires. Magnifique. Les joueurs sont très impliqués. Oui, mais c'est beau, c'est bien fait à bord de ça. Les joueurs sont impliqués et les gens qui vont prendre le métro pour se rendre jusqu'à la station Bonaventure et la station également Lucien Lallier, voilà, entendront les voix des joueurs du Canadien de Montréal pour annoncer qu'ils sont arrivés à la station. Écoute bien. Ici Alexandre Texier, prochaine station, Bonaventure. Ici Juraj Slavkovski, prochaine station, Lucien Lallier. Ici Jakub Dubeš, prochaine station, Bonaventure. That was good. Ben, c'est une bonne C'est vraiment idée. ce qu'ils vont entendre dans les wagons. Bon. Alors Vraiment. oui, c'est une bonne idée. Tout au long des séries, même s'il n'y a pas de match en soirée. Maintenant, au tennis, Gabriel Diallo qui a connu une fin de parcours expéditive au tournoi de Munich. Oui, Maison contre Alexander Zverev, 2 manches, 6-1 et 6-2. Il faut dire que Zverev était le favori. Les deux s'étaient affrontés aux internationaux d'Australie en janvier. Malheureusement, Diallo avait perdu également. Denis Shapovalov, 39e raquette, a gagné son match contre Fabian Marozsan. Il atteint donc les quarts de finale. Et à Stuttgart, chez les femmes, Leila Annie Fernandez jouait contre Zenep Sonmez. Elle l'a emporté en 3 manches, 6-7, 6-1, 7-6. Leila va maintenant affronter Elena Rybakina, première tête de série et 2e joueuse au monde. Ça va être un beau défi pour elle. Oh oui. Au baseball, maintenant, les Blue Jays ont complété leur série de 3 matchs cet après-midi. Oui, on te parle des Jays parce qu'ils connaissent vraiment un mauvais début de saison. Alors, ils affrontaient les Brewers de Milwaukee pour compléter leur série de 3 matchs. L'attaque encore en panne, sont inclinés 2-1. Alors, ça va de mal en pis. La fiche des Jays, 7 victoires, 11 défaites depuis le début de la saison. Pour tous les amateurs qui aspirent à voir l'équipe torontoise retourner en série mondiale, on devra réussir à trouver une façon de gagner parce que les matchs qu'on perd maintenant sont aussi importants, évidemment, que ceux que l'on perd en toute fin de saison. Ils amorcent une nouvelle saison demain, une nouvelle série demain, c'est-à-dire face aux Diamondbacks de l'Arizona. Merci beaucoup, les gars. Bye-bye. Merci, bye-bye, à demain. Le Canadien Jérémy Hansen a pu ressentir à quel point nous sommes petits et fragiles face à l'univers, alors qu'il était à plus de 400 000 km de la Terre. Il était avec le reste de l'équipage Artemis 2. Il a fait le point sur sa mission autour de la Lune cet après-midi à Houston. Pilote ontarien de 50 ans qui a de nouveau répété à quel point le travail d'équipe, bien sûr, est essentiel. Après 10 jours dans l'espace, il estime qu'il vaut la peine de prendre de grands risques pour arriver à réaliser de grandes choses.
où le travail d'équipe est important. Hein, oui, Michel? on sait c'est quoi. Michel, ce soir, donc, il sera question des dangers du bronzage. Oui, récemment, tu recevais l'ex-chef d'antenne Sophie Thibault dans son elle a un documentaire qui s'appelle La face cachée du soleil, qui ravive toute la discussion délicate autour du bronzage. On sait que Sophie a été frappée par un cancer de la peau. Et là, elle veut sensibiliser à travers ce documentaire. C'est important de faire de la prévention et de la sensibilisation. Donc, au danger réel des rayons UV. On sait que les jeunes aiment beaucoup les démarcations de bronzage. C'est assez à la mode. On sait également qu'au Québec, les salons de bronzage sont interdits aux moins de 18 ans. Mais nous, on se demande, est-ce qu'on ne devrait pas aller plus loin et carrément les interdire complètement pour, au compte, interdire les salons de bronzage? C'est la question du débat de ce soir. On fait ça avec François, Déborah, Joanne et Victor ce soir. Bon débat. Merci beaucoup. Bonne soirée. Excellente soirée à notre antenne. Nous, on se retrouve lundi, 17h. C'est Marie-Claude qui sera là demain.